Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 21 août. Plus de 50 Palestiniens sont tombés en martyrs au 685e jour de l'agression génocidaire contre l'entité sioniste contre la bande de Gaza, alors que les craintes grandissent quant au projet d'occupation de la ville de Gaza. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et 21 pays européens condamnent la décision prise par l'entité sioniste d'approuver la construction de plus de 3400 logements dans la zone E1 de la Cisjordanie occupée. L'Algérie dénonce au nom du groupe A3+, au Conseil de sécurité, les attaques répétées de l'entité sioniste en Syrie. Et puis dans le conflit russo-ukrainien, Moscou juge inacceptable tout déploiement d'un contingent militaire européen en Ukraine. Bonsoir à tous. L'agression génocidaire contre la bande de Gaza se poursuit pour le 685e jour consécutif. Plus de 50 Palestiniens sont tombés en martyrs ce jeudi, dont 11 qui attendaient de recevoir des aides humanitaires, et ce, dans des bombardements des forces de l'entité sioniste sur plusieurs régions de l'enclave palestinienne. Le bilan des victimes de ce génocide depuis le 7 octobre 2023 s'est alourdi à 62 192 martyrs et 157 114 blessés. Interdites d'entrée par l'entité sioniste, les tentes des déplacés dans la bande de Gaza sont dans le collimateur de l'aviation sioniste. Pour beaucoup de Palestiniens, elles représentent leur unique abri. Hier, pas moins de 200 familles ont vu leurs tentes partir en fumée suite à un bombardement ayant visé un camp de déplacés situé à Deir el-Balah. Nous avons perdu notre maison, nous avons été détruits. Ce sont des civils. Pourquoi les ont-ils attaqués? Pourquoi les ont-ils attaqués? Je suis à bout de nerfs, je n'en peux plus, je tremble, je suis déplacé depuis plus d'un mois ou deux. C'est notre situation. Maintenant, je dois me procurer des matelas, de la nourriture et de l'eau. Personne ne nous écoute. Quelle est la faute de mes enfants, des gens, des personnes âgées et des malades? Voici ma tente. En 3 minutes, ils nous ont dit d'évacuer et j'ai fait sortir les enfants, des gens, des femmes, des bébés, des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes vulnérables. Ils ont tous été évacués. Nous vivions ici, c'est la zone qu'ils disaient sûre, au sud de Gaza. J'ai été déplacé d'un endroit à un autre, du nord au centre de la bande de Gaza, puis ici. Nous sommes épuisés. Et les forces de l'entité sioniste ont intensifié les raids sur plusieurs villes de la bande de Gaza, notamment sur Khan Younes au sud, alors qu'environ 1 300 000 habitants de la ville de Gaza redoutent toujours que l'entité sioniste exécute son plan d'occuper leur ville. Le point de la situation avec Khaireddine Bataj. Nouvelle journée sanglante à Gaza, la population civile a enregistré 51 martyrs depuis que le jour s'est levé sur l'enclave palestinienne. Un soleil pâle qui met chaque jour à nu et plus de lumière sur les crimes de l'entité sioniste. À Haï Sabraoui, Palestiniens ont été tués dans un bombardement ayant ciblé une maison familiale. 8 martyrs, tous issus de la famille Sharia, au nord de la ville de Gaza. 3 martyrs et plusieurs blessés pris pour cible par un drone alors qu'ils étaient sur une moto dans la région de Touam. Une autre région, une autre famille, celle d'Abou Amrin, qui dit adieu à 5 de ses membres tués dans un bombardement de leur maison dans la région dite de Ard Shanti, au nord de l'enclave. Au quartier de Sabra, toujours au sud de la ville de Gaza, ce sont pas moins de 6 martyrs, dont 4 enfants tombés dans 2 raids aériens de l'armée d'occupation sioniste. À Sheikh Radouane, 4 Palestiniens, dont 3 frères, ont également été tués à la suite d'un bombardement. Même bilan à Jabali el-Balad, au nord de l'enclave, où 4 Palestiniens ont été pris pour cible par un drone au niveau du quartier Maqat. Les demandeurs d'aide humanitaire ne sont pas en reste. L'on signale pas moins de 11 Palestiniens tués par les balles sionistes alors qu'ils se trouvaient à proximité de centres de distribution gérés par une autre machine de guerre, la fondation GHF. Ces massacres se produisent à Gaza alors que les craintes autour d'une invasion terrestre des forces sionistes se précisent
s'indécises et se font de plus en plus anxieuses pour une population qui ne sait plus où aller. Les Palestiniens de la ville de Gaza sont pris au piège entre des déplacements forcés ne menant à nulle part et le risque de se retrouver nez à nez avec les chars de l'entité sioniste qui ne rêve que de faire durer son entreprise génocidaire face à un peuple isolé, démuni et affamé par la force. S'agissant du plan d'occupation de la ville de Gaza, justement envisagé par l'entité sioniste, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a réitéré son appel à un cessez-le-feu immédiat. Il s'exprimait depuis Yokohama, au Japon, en marge de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD. Je dois réitérer qu'il est vital de parvenir immédiatement à un cessez-le-feu à Gaza et la libération inconditionnelle des otages et d'éviter les morts et les destructions massives qu'une opération militaire contre la ville de Gaza provoquerait inévitablement. Antonio Guterres a par ailleurs condamné la décision prise par l'entité sioniste d'approuver la construction de plus de 3400 logements dans la zone E1 de la Cisjordanie occupée. La décision des autorités israéliennes d'étendre la construction de colonies illégales qui diviseraient la Cisjordanie doit être annulée. Toute construction de colonies constitue une violation du droit international. Dans un communiqué commun, 21 pays européens ont condamné la décision prise par l'entité sioniste d'approuver cette construction de plus de 3400 logements dans la zone E1 de la Cisjordanie occupée, qualifiant cette décision de pas dangereux, mettant en péril la sécurité et la stabilité dans la région. Parmi les signataires, la Grande-Bretagne, qui a par ailleurs annoncé la convocation de l'ambassadeur de l'entité sioniste à Londres en guise de protestation. Et pendant ce temps, la famine continue de faire des ravages dans la bande de Gaza. Chaque jour, des décès, notamment d'enfants, dus à la famine et à la malnutrition, sont rapportés. Selon l'UNRWA, près d'un enfant sur 3 est désormais mal nourri à Gazaville. Le point avec Esma Laïd. Le nombre d'enfants souffrant de malnutrition aiguë dans la bande de Gaza est alarmant. Le rythme des décès liés à la malnutrition, fruit d'une guerre de la faim méthodiquement organisée par l'entité sioniste, s'accélère dangereusement. Les décès d'enfants pour malnutrition augmentent dans l'enclave palestinienne. C'est alarmé. Le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini. Avec l'indice de nos centres de santé, nous avons vu entre le mois de mars et aujourd'hui une augmentation par 6 du nombre d'enfants sévèrement malnourris. Sévèrement malnourris, ça signifie que si aujourd'hui aucune disposition n'est prise, ils sont certainement condamnés à mort. Depuis le 2 mars, la situation nutritionnelle dans la bande de Gaza n'a pas cessé de se détériorer. Il y a eu des alertes maintenant de famine. Pour la première fois, les gens meurent de faim. Plus de 200 personnes sont reportées être morts de faim. Et il va y en avoir plus, il n'y a aucun doute. Sur la base des informations venant de nos centres de santé, où un enfant sur 3 est à Gaza centre, Gaza City et le nord de Gaza, est sévèrement mal nourri, beaucoup parmi eux ne vont pas survivre. Donc plus de personnes vont mourir dans les jours et les semaines à venir en raison de cette faim. Pour sa part, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a attiré l'attention sur l'augmentation alarmante des décès dus à la malnutrition, notamment chez les enfants de moins de 5 ans. Il suffit de regarder l'horreur qui règne à Gaza avec un niveau de mortalité et de destruction sans précédent ces derniers temps. La malnutrition grimpe en flèche, la famine frappe à toutes les portes.
Cette progression rapide met la vie de milliers d'enfants en grave danger et appelle à une réponse urgente et massive, alors que les centaines de camions d'aide humanitaire stationnent au niveau des points de passage empêchés par l'armée d'occupation depuis des mois d'accéder à Rza. Les enfants de Rza ont besoin d'une aide humanitaire à grande échelle et d'un cessez-le-feu qui pourra mettre un peu de baume au cœur malgré l'ampleur de la catastrophe. Dans l'actualité aussi, un Libanais est tombé en martyr tout ce jeudi dans une frappe des forces de l'entité sioniste visant Samoutou dans la ville de Deir Seriad dans le sud du pays. Cette attaque est survenue quelques heures après qu'au moins 7 personnes ont été blessées lors d'un autre raid visant une voiture dans la zone d'El Haouch à l'est de Tyr. Je vous disais en titre, le Conseil de sécurité a examiné ce jeudi la situation politique et humanitaire en Syrie. À cette occasion, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a dénoncé au nom du groupe A3+, les attaques répétées de l'entité sioniste en Syrie. Monsieur le Président, nous devons rejeter clairement toute ingérence externe qui pourrait exacerber l'instabilité. Notre groupe condamne une fois encore fermement les actions militaires d'Israël en Syrie. En effet, ces actions constituent une violation flagrante de la souveraineté de la Syrie, une violation de l'accord de désengagement de 1974, du droit international, de la charte de l'ONU. Ces violations ne font qu'aggraver les tensions, déstabiliser plus avant la région. Notre groupe réitère son soutien indéfectible en faveur de la souveraineté, de l'unité, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale de la Syrie. Dans l'actualité également, le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères a procédé ce mardi à la publication d'un avis dans le journal officiel français portant sur la suspension de l'accord algéro-français de 2013 relatif à l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Cet avis attribue à la partie algérienne la responsabilité de la suspension du dit accord, indiquant que l'Algérie avait cessé de l'appliquer à compter du 11 mai 2025. Approchée à ce sujet, une source du ministère algérien des Affaires étrangères a souligné à l'agence de presse algérienne APS le caractère mensonger de l'assertion française, précisant que les restrictions à l'accès au territoire français imposées aux titulaires de passeports diplomatiques et de services algériens avaient été annoncées par la partie française elle-même dès le mois de février dernier. La même source a par ailleurs affirmé que pour la partie algérienne, ce dossier est définitivement clos après la notification le 7 août dernier de la dénonciation par l'Algérie de l'accord algéro-français de 2013 relatif à l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Alger se prépare à devenir l'épicentre du commerce intra-africain en accueillant du 4 au 9 septembre prochain la 4e foire commerciale intra-africaine au Palais des Expositions. Cet événement majeur organisé par Afreximbank en partenariat avec l'Union africaine et le secrétariat de la ZLECA figure parmi les rendez-vous économiques les plus importants du continent. Mohamed Wali Ben Chaban. La foire commerciale intra-africaine EATF 2025 est bien plus qu'un salon. C'est le plus grand rendez-vous du commerce et à l'investissement entre pays africains. Elle rassemble exposants, investisseurs, chefs d'entreprise, institutions financières et gouvernements autour d'une ambition commune, dynamiser le commerce intra-africain dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. L'édition 2025 d'Alger, placée sous le thème Une passerelle vers de nouvelles opportunités, promet d'être la plus ambitieuse jamais organisée. Plus de 2000 exposants et près de 35 000 visiteurs sont attendus. Des accords commerciaux et des investissements pouvant dépasser les 44 milliards de dollars.
L'Algérie veut accroître le volume des échanges commerciaux avec les pays africains et renforcer le partenariat économique et l'investissement. Pour cela, les conditions sont mises en place, notamment les réseaux de transport et les premières succursales de banques algériennes en Afrique. Il reste aux opérateurs algériens à marquer leur présence concrètement dans les pays africains. Hello from Ghana. Salam Nachu from Ethiopia. Hello from... Cet événement représente une occasion unique d'élargir son réseau, de capter de nouveaux marchés et de contribuer à la construction d'un espace économique africain intégré. Le choix de l'Algérie n'est pas anodin. Membre actif de la ZLECAf, le pays ambitionne de devenir une plateforme logistique et commerciale majeure entre l'Afrique, la Méditerranée et l'Europe. L'Algérie a réaffirmé à New York son engagement ferme à mettre en œuvre la stratégie mondiale des Nations Unies de lutte contre le terrorisme et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, exprimant sa disponibilité à partager son expérience pour soutenir les initiatives visant à éradiquer la menace terroriste. C'était lors d'une séance du Conseil de sécurité sur le thème « Menace contre la paix et la sécurité internationale résultant d'actes de terrorisme ». Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, cette fois adopté à l'initiative de l'Algérie et sous sa présidence, un communiqué définissant un processus clair pour renforcer la complémentarité entre les architectures continentales de sécurité et de gouvernance dans le cadre de sa contribution active à la promotion de la paix, de la sécurité et du développement en Afrique. Ce communiqué a été adopté lors d'une réunion du Conseil de paix et de sécurité présidé par le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Union africaine et président du Conseil pour le mois d'août, Mohamed Khaled. Et toujours à propos de l'Afrique, le président de la République arabe sahraoui démocratique, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a réaffirmé que le plan de règlement ONU-Union africaine était le seul cadre convenu pour la décolonisation du Sahara occidental occupé par le Maroc. Dans un message adressé au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, l'informant des derniers développements de la question sahraoui, le président Ghali a souligné que cette année marquait le 50e anniversaire de l'invasion du Sahara occidental par l'État occupant du Maroc le 31 octobre 1975, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Dans le conflit russo-ukrainien, à présent, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a indiqué ce jeudi, à l'issue de sa rencontre avec son homologue indien, que le déploiement d'un contingent militaire européen en Ukraine serait inacceptable pour Moscou, alors que des débats sont en cours sur les garanties de sécurité que les Occidentaux pourraient fournir à ce pays. Toutes ces idées différentes, toutes ces actions unilatérales sont une entreprise absolument désespérée. Les discussions actuelles entre l'Occident et l'Ukraine portent essentiellement sur la fourniture de garanties sous la forme d'une intervention militaire étrangère sur une certaine partie du territoire ukrainien. En parlant de la motivation de la soi-disant coalition des volontaires, je vois de nombreux signes montrent que cette activité vise à saper les progrès qui ont commencé à prendre forme clairement à la suite du sommet de l'Alaska et des contacts qui ont précédé entre le représentant de l'administration américaine et la partie russe. S'agissant cette fois d'une éventuelle rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, qu'on annonce imminente, Sergei Lavrov a tenu à souligner qu'elle devra d'abord répondre à certaines conditions. À propos de la rencontre évoquée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, rappelons qu'il a longtemps déclaré qu'il ne négocierait jamais avec le président russe Vladimir Poutine. Il n'a toujours pas annulé son décret vieux de 3 ans interdisant formellement toute négociation
avec Poutine. Mais notre président a répété à plusieurs reprises qu'il était prêt à rencontrer M. Zelensky, étant entendu que toutes les questions nécessitant un examen au plus haut niveau seraient traitées avec soin. Quand et si, espérons-le, quand il s'agira de signer de futurs accords, la question de la légitimité de la personne qui signe ces accords du côté ukrainien sera résolue. Et sur le terrain, le ministre russe de la Défense, Andrei Belousov, a visité ce jeudi le groupement de forces Nord où il a été informé de la situation sur le terrain. Et près de 3 ans après le sabotage du gazoduc russe Nord Stream en mer Baltique, un Ukrainien suspecté d'être l'un des coordinateurs du commando a été arrêté ce jeudi en Italie. Il s'agit de la première arrestation dans cette mystérieuse affaire particulièrement sensible en raison du conflit russo-ukrainien. Le parquet fédéral allemand spécialisé dans les affaires de terrorisme a annoncé avoir fait procéder à l'arrestation sur la base d'un mandat d'arrêt européen du citoyen ukrainien par la police italienne dans la province de Rimini, en Italie. Washington et Bruxelles ont annoncé avoir finalisé l'accord commercial sur les droits de douane. Désormais, les voitures et produits pharmaceutiques européens seront taxés à 15% à leur entrée aux États-Unis. Les détails avec Safouane Ben Sabri. Il avait provoqué beaucoup de réactions dans la sphère politique européenne. L'accord commercial entre les États-Unis et l'Europe est désormais entériné. Il fixait en résumé les droits de douane entre les deux blocs économiques à 15%, un taux jugé défavorable par les Européens et qui avait été dénoncé, y compris par l'exécutif français, comme un aveu de faiblesse. Ce texte d'à peine 4 pages fixe les modalités de l'accord et confirme l'instauration de droits de douane plafonnés à 15% sur la plupart des produits européens exportés vers les États-Unis, notamment les automobiles, les médicaments et les semi-conducteurs. Au sein de l'Union européenne, on relativise sur l'impact de cet accord jugé victorieux pour Washington. Le commissaire européen au commerce y voit une opportunité malgré tout. Premièrement, un plafond tarifaire global de 15% pour l'Union européenne. Il s'agit de l'accord commercial le plus avantageux que les États-Unis n'aient jamais accordé à un partenaire. Un large éventail de secteurs, notamment des industries stratégiques comme l'automobile, les produits pharmaceutiques, les semi-conducteurs et le bois d'œuvre bénéficieront de ce plafond. L'accord prévoit aussi l'achat par l'Union européenne de 750 milliards de dollars de produits énergétiques américains sur 3 ans, ainsi que 40 milliards de dollars de matériel informatique destiné à l'intelligence artificielle. L'accord multilatéral est à l'image de la politique économique de Donald Trump, instaurer une concurrence féroce, voire une attitude agressive, y compris au sein du bloc occidental. Et dans ce même contexte, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand, est à Washington ce jeudi pour tenir sa première réunion officielle avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Cette rencontre survient alors que les tensions sont encore vives entre le Canada et les États-Unis dans un contexte de guerre commerciale. Et puis enfin, la Cour suprême du Pakistan a accordé ce jeudi une libération sous caution à l'ancien Premier ministre emprisonné Imran Khan dans plusieurs affaires liées aux attaques contre des installations militaires en mai 2023. La Cour a ordonné la remise en liberté de Khan, âgé de 72 ans, s'il n'est pas recherché dans d'autres affaires. Cependant, l'ancien dirigeant restera en détention puisqu'il a été condamné dans une affaire de corruption.
Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.